présente, Johanna Villeneuve-Chassé, donc entomologiste. J'ai créé mon propre laboratoire qui s'appelle Fleurs Insectes. Je travaille de plus en plus avec les agriculteurs pour mettre en place justement des aménagements et notamment des bandes fleuries aussi. Et donc en grande culture, mais aussi en verger, en vigne, en horticulture pépinière, en maraîchage, etc. Donc ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer beaucoup d'exemples en fait de ce qui est fait un peu partout, mais en appuyant évidemment un peu plus en grande culture. Mais voilà, donc je travaille dans ces différents types d'agro-écosystèmes. Moi, évidemment, je vais vous parler un petit peu plus de la protection des cultures. Il y a aussi sur la pollinisation, hein. Tous les articles scientifiques le montrent. Plus il y a de fleurs, plus il y a d'abeilles, meilleure sera la pollinisation. Alors peut-être qu'en grande culture, il y a un moins, mais bon, en Beauce, hein, on a effectivement la production de carottes porte-graines, par exemple, mais aussi on peut avoir la chicorée, etc. Et puis en Île-de-France, après en grande culture, peut-être un petit peu moins, mais en verger, en tout cas, la pollinisation est importante. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que plus il y a des articles scientifiques internationaux qui ont bien montré que plus la biodiversité est importante, plus le rendement est important. Donc, ça prend en compte effectivement le service de pollinisation qu'on voit ici sur le graphique, qui est issu de ces articles scientifiques qui ont été publiés dans Science Advance. Donc, ça compile en fait tous les résultats qui ont été faits dans le monde, donc dans tous les continents. Ça prend en compte la pollinisation, mais aussi on voit le contrôle des bioagresseurs, la régulation de l'eau, le cycle des nutriments, la fertilité du sol, la séquestration du carbone, la régulation du climat. Donc, on voit bien que la biodiversité est très importante. Donc, quel est le point commun entre tous ces types d'auxiliaires, même si des fois, ce n'est pas forcément direct. Par exemple, les cirphes, les chrysopes, mais même les hyménoptères parasitoïdes et même les coccinelles. Donc, chrysopes, coccinelles, cirphes, hyménoptères parasitoïdes, mais un petit peu punaises prédatrices également. Le point commun, c'est le pollen. Donc, le pollen est très, très important pour la reproduction de ces auxiliaires pour qu'ils puissent pondre et donner des larves qui, elles, sont prédatrices. Donc, après, en fonction des différents types d'auxiliaires, on a une liste de plantes et on peut partir de ça. Donc, voilà, les chrysopes, il y a telles plantes qui sont intéressantes, attractives. Alors, attractive, c'est toujours le terme, mais en tout cas, source de nourriture. Pour les punaises prédatrices, on va avoir par exemple la facélie, le bleuet, la luzerne, les soucis, les orties qui sont très importantes et qui, avec ces plantes-là, on va avoir donc présence des punaises prédatrices. Pour les cirphes, on va avoir, par exemple, si vous avez des apiacées, carottes, mais il y a aussi persil, aneth, fenouil, panais, etc. Coriandre, si vous en avez, forte chance qu'après, derrière, vous ayez plein de cirphes. Il y a aussi des astéracées avec le chrysanthème des moissons, le bleuet, l'aquilée, le feuille, marguerite. Évidemment, les fabacées, alors ça aussi, on en parle beaucoup, les fabacées qui est une bonne base et qui offrent des proies de substitution, donc luzerne, vesce, févrole, et il faut essayer de marier tout ça, effectivement, et les brassicacées. Donc, en fonction de ça, alors oui, il y a aussi les coccinelles, donc voilà une liste de plantes pour les coccinelles, par exemple, alors plutôt la coccinelle à 7 points, ça a été vraiment spécifique coccinelle à 7 points, mais évidemment, on peut penser aussi aux autres coccinelles. Et donc après, on a par exemple tout ce qui tourne autour des pucerons. Donc on a tous ces types d'auxiliaires. Alors là, on a un représentant pratiquement par famille d'auxiliaires, mais il existe plusieurs espèces à chaque fois qui n'interviennent pas au même moment. Donc, en fonction de tout ça, en fonction des cultures, en fonction des problématiques, on va essayer d'avoir les auxiliaires au bon moment. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du trip sur oignon, qu'on trouve par exemple, qui est une problématique que l'on trouve dans la Beauce, et bien voilà, on liste les ennemis naturels des trips. Donc, on sait qu'il y a les chrysopes, les punaises prédatrices, mais il y a aussi des acariens, un petit peu plus difficile d'aménager comme ça, mais bon, voilà, des trips prédateurs et aussi des parasitoïdes. Donc, en fonction de ça, eh bien, après, on liste évidemment les fleurs qui sont intéressantes
derrière qui sont attractifs pour ces auxiliaires-là. Et des fois, on va construire justement, surtout dans un premier temps, hein, je ne dis pas effectivement, par exemple, ce que fait Hommes et Territoires, c'est génial parce que justement, c'est quelque chose de pérenne, c'est bien pour la biodiversité et tout ça. Mais des fois, dans un premier temps, on va travailler comme ça avec des agriculteurs pour leur donner envie qui a un intérêt pour eux dans la production, dans le rendement, et puis trouver des solutions alternatives évidemment aux produits chimiques, ces aménagements peuvent être utiles. Donc là, par exemple, chez cet agriculteur, il y avait, c'était chez Monsieur Perrier qui avait une grosse problématique de trips sur oignons et il disait, de toute façon, les insecticides ne fonctionnent pas, moi, je peux rien faire. Du coup, il était partant pour ça. Donc, en fait, on a construit ces mélanges fleuris et on les a mis en bordure, mais aussi en intraparcellaire. Donc, Antoine en a parlé un petit peu. Aussi en intraparcellaire et là c'était vraiment intéressant puisqu'en fait on a fait des premières observations par exemple au mois de juin quand les bandes fleuries étaient vraiment en pleine floraison. Donc, il y avait bleuet, facélie. Alors, c'est pas forcément carotte, mais parce qu'on est dans la bourse, mais il y a, quoique je crois qu'il y avait un peu de carotte, mais il y avait aussi d'autres ombellifères. En tout cas, était en fleurs donc, au mois de juin, parce que l'intérêt, c'est d'être en pleine floraison avant que les problèmes arrivent. Donc là, les problématiques trips, c'était plus fin juin, début juillet, où les trips arrivent sur les parcelles et commencent à pondre sur les oignons. Donc, il fallait les auxiliaires en amont des problèmes. Ça, il faut toujours réfléchir comme ça. Il faut les auxiliaires pratiquement en amont des problèmes. Donc, c'est pour ça on va voir sur d'autres problématiques, il faut de la floraison vraiment précoce. Et donc, voilà. Et donc, on avait des auxiliaires qui étaient répartis vraiment partout sur la parcelle, d'autant plus qu'on était avec de l'intraparcellaire. Et en fait, cette année-là d'implantation, il n'y a pas eu de problème de dégâts de trips, malgré, on voyait bien qu'il y avait énormément de vols de trips, mais les auxiliaires étaient déjà présents. Par contre, on a été sur d'autres parcelles où des parcelles, il n'y avait pas en intraparcellaire, et là, ce n'était pas suffisant vu la taille des parcelles pour qu'il y ait des auxiliaires à l'intérieur même des parcelles et ça puisse protéger donc, tout l'ensemble. Donc ça, c'était intéressant également. Ça, c'est des choses vraiment faciles, qui étaient assez faciles à voir par l'agriculteur en lui-même en ayant été voir après chez les autres où il y avait eu plein de dégâts. En tout cas, pour ce qui est des bandes fleuries, l'intérêt aussi par rapport, je ne sais pas, à une haie, si on plante des haies, ça va mettre du temps à pousser. Alors, les bandes fleuries, effectivement, ça va avoir une efficacité immédiate. Par exemple, il y a eu des relevés qui ont été faits, un audit. Moi, j'utilise exactement le même protocole depuis plus de 15 ans. Donc, je peux comparer différents types d'agroécosystèmes. Et puis voir évaluer l'évolution dans le temps. Mais donc, du coup, une parcelle, par exemple, qui est bocagère, hein, donc on peut se dire que c'est riche pour la biodiversité, eh bien, en fait, pour la protection des cultures, ce n'était pas forcément suffisant, puisqu'on a de la monoculture, on a aussi une exigence derrière. On ne peut pas se permettre qu'il y ait trop de pucerons, par exemple, pour cette problématique de culture sur courge. Donc, il y avait tant d'auxiliaires et à T0, telle année, et l'année suivante, avec l'implantation de bandes fleuries, on a explosé évidemment le compteur en nombre d'auxiliaires et surtout, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y avait énormément d'auxiliaires sur la culture en elle-même et que ça a pu protéger la culture. Alors, il existe plusieurs types de mélanges fleuris, hein, mais c'est vrai que ce qui est en intraparcellaire, c'est vraiment très intéressant. Mais on va faire des toutes petites bandes. Alors, bon, là, on voit, c'est un mélange. Il y a des mélanges avec des fleurs horticoles. On verra un petit peu plus tard, mais ce n'est pas forcément l'idéal. Mais ça apporte des choses, surtout dans un premier temps, pour un agriculteur, s'il veut quelque chose de beau dans un premier temps. Mais on verra en fonction des objectifs, qu'est-ce qu'on fait réellement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les auxiliaires, on les voit bien, les adultes sont essentiellement sur les fleurs. Mais ils viennent pondre dans les cultures.
Donc là, on voit plutôt les œufs de cirphe, les larves de cirphe, les larves de chrysope, ou même des larves d'aphidolétès, donc des cécydonies prédatrices de pucerons. Donc en fait, on va voir vraiment les auxiliaires qui vont être vraiment utiles pour la protection des cultures dans la parcelle. Alors, les bandes fleuries, c'est bien, mais pas n'importe lesquelles. Il faut déjà que ça soit adapté aux auxiliaires. Donc, on part évidemment, on a vu, donc de toute une liste de plantes. En tout cas, ce qu'on voit bien, c'est pour une même exploitation, si vous avez un mélange avec du cosmos ou du pavot californien, bah, vous n'avez rien. Vous n'avez pas du tout d'auxiliaire. Alors qu'un simple mélange de symphoin fétu de trèfle, par exemple dans le numéro 3, bah, on aura beaucoup plus de choses. Alors déjà, il faut savoir qu'il faut vraiment une végétation dense. Ça a été dit un petit peu, mais la végétation dense est très importante, déjà pour éviter les adventices, mais aussi les insectes adorent se cacher à l'intérieur. Donc ils sont à l'abri, mais toute l'année. Après, évidemment, bah, il vaut mieux des fleurs type sauvage que des fleurs horticoles, parce que quand on compare vraiment les choses, au sein même d'un système, souvent, bah, c'est très pauvre en pollen, donc il n'y a pas d'auxiliaire. Donc, il existe différents types de mélanges, PBI ou auxiliaires, prairie-fleurie, apicole, entomophile, biodiversité, fleurs sauvages. Donc, il faut s'y retrouver dans tout ça, qu'est-ce qui est le mieux. Vous avez dû comprendre avec les différents types de mélanges. Mais par exemple, s'il y a un mélange plante horticole avec de la sauvage, ça existe. Hein, il y a des fois, on va dire, vous avez des plantes sauvages et puis des plantes horticoles. Mais en fait, des fois, bah, la première année, vous allez avoir une bonne diversité. Puis la troisième année, bah, vous allez retrouver qu'une ou deux espèces de fleurs sauvages. Et puis avec une forte dominance, quoi. Et donc, en fait, bah, après, l'agriculteur est un peu déçu. Bon, pas ici, parce que bah, de toute façon, il trouvait quand même un intérêt, mais après, on risque de perdre bah, de la floraison. Enfin, on ne va pas avoir des fleurs forcément toute l'année. Et donc, ça, c'est pas forcément ce qui est l'idéal. Alors, c'est mieux ces bandes fleuries de fleurs sauvages. En Île-de-France, vous avez de la chance, vous êtes dans pratiquement 3 bassins, hein, 3 régions botaniques. Donc, bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 peuvent quand même cohabiter parce qu'il n'existe pas non plus énormément de semenciers. Donc, on arrive quand même à se dire, bon, bah, finalement, les 3, ça peut aller ensemble. Alors, par exemple, ici, ça, c'est un mélange fleuri. Qui s'appelle Sedanix Biodiversité, qui est de chez Non-Gesser Semences, pardon, qui donc fait partie de on va dire, de la région nord de la France. Et donc là, c'est une 6e année. Donc, vous voyez, on peut avoir une très grande diversité. Donc là, c'est au mois de mai, fin mai, début juin peut-être, dans la Somme. Et donc, vous avez bah, du bleuet, mais vous avez aussi de la marguerite, du cinq-foin. Il y a aussi, il reste de la facélie, des compagnons rouges, une très grande diversité et vous voyez une très bonne densité de semis. Vous avez même du réséda ici. Donc voilà. Et c'est une 6e année. Et l'agriculteur, pour avoir ça, eh ben, il fait un broyage une fois dans l'année. Alors, on va en reparler, mais c'est vrai que c'est mieux de ne pas tout broyer d'un seul coup et se retrouver sans rien à manger. Donc, il vaut mieux effectivement broyer par alternance. Alors, je dis bien broyage, en fait, c'est parce que les agriculteurs en grande culture ont difficilement, sauf ceux qui sont peut-être en polyculture élevage, mais ont difficilement des appareils pour pouvoir faucher. Donc, on est plutôt sur du broyage, mais vous voyez, avec du broyage, on a des choses vraiment très, très bien. Et il va faire ça bah, juste après les moissons. Dans la Somme, il pleut hein, des fois au mois d'août, donc évidemment ça repart et ça fleurit aussi à l'automne. Donc là, c'est toujours la même bande, la 7e année n'est pas à la même période, mais en fait, on a vraiment un échelonnement des floraisons. Donc on voit un petit papillon en premier plan. Là, c'est un autre mélange, c'est le Sedamix oiseau. Et qui est tout près, hein, qui est un peu dans la même exploitation. Et là, c'était une 6e année. Je n'ai pas eu le temps de retrouver la photo, mais de cette année, qui est une 9e année, et elle est encore plus belle. Et donc, en fait, on a vraiment, dans le Sedamix, par exemple, oiseau, c'est un tapis de vivaces qui prend vraiment le dessus. Mais vraiment, on a une diversité de vivaces.
il y a un tapis au-dessus et des annuelles qui se ressèment toujours avec une floraison un petit peu plus étagée, un petit peu plus en hauteur. Et donc, on se retrouve avec des fleurs, mais vraiment partout. Et si on compare, donc là, c'était dans cette exploitation-là, donc des parcelles de blé sans bande fleurie et avec bande fleurie, bah, vous pouvez voir que des fois, on peut même avoir encore plus d'auxiliaires à 100 mètres de la bande fleurie. Alors, bien sûr, tout dépend de la quantité de proies, donc de pucerons qu'il peut y avoir dans le blé, mais ça montre déjà qu'il y a bien un déplacement entre la bande fleurie, donc où les auxiliaires vont se nourrir de pollen, et ils vont pondre à l'endroit jusqu'à 100 mètres sans problème dans la parcelle de blé. Et moi, en plus, j'ai identifié en fait les auxiliaires qui ont été collectés dans le blé et à 100 mètres, et on retrouvait bien du pollen issu des plantes de la bande fleurie. Voilà, c'était ces résultats-là, les grains de pollen. Après, que ce soit le Cédamix oiseau, le Cédamix biodiversité, évidemment, c'est des pérennités 10 ans. Bon, on ne va pas y toucher pendant 10 ans, même si ça coûte cher. Hein, on est un peu sur des prix vraiment, peut-être bien les 1 500 € l'hectare, même si j'aime pas trop calculer comme ça parce qu'ils ne mettent pas un hectare hein, de menthe fleurie. Mais voilà, par exemple, le Cédamix bordure, ça, c'est un bon compromis. Alors, on verra aussi d'autres moyens de commencer. Mais ça, c'est par exemple autour de Rouen. Donc, il y a les syndicats du bassin versant qui aident au financement, mais c'est le Cédamix bordure qui est à 29 € le kilo, sachant qu'il faut semer à 2-3 grammes le mètre carré. Donc, on est un peu. Voilà. Mais ils nous en mettent juste en bordure de la parcelle en zone de ZNT. Et donc celle-ci, c'est un bon compromis pour commencer parce que franchement, ça fleurit super bien. Et surtout, alors ce qu'ont peur les agriculteurs, c'est le salissement. Et là, justement, il avait des problèmes de chardon. Bah là, depuis qu'il a semé ça, il n'a plus de problème du tout de chardon. En fait, il y a une très bonne densité de trèfles, de différents types de trèfles qui font une bonne couverture, plus, vous voyez, différents types de fleurs qui s'implantent dans la bande fleurie, dans la bordure. Donc ça, c'est le Cédamix bordure, mais aussi avec une autre période de floraison à un autre endroit, avec du lotier ou de la carotte. Le Cédamix bordure en automne. Donc, vous voyez bien la couverture. Et donc, là, c'est au mois de novembre. Hein. Là, on avait encore des fleurs. Donc, et surtout, il y avait plein de momies de pucerons. Donc, ces parasitoïdes pucerons, en fait, ils vont passer l'hiver dans les momies. Et dès que les conditions, il y aura de nouveau des pucerons qui vont réapparaître, par exemple au mois de mars ou au mois d'avril, ça va être sur betterave ou sur pommes de terre, enfin sur betterave, pardon, puis pommes de terre c'est plus tard, sur betterave par exemple, et ben ces parasitoïdes peuvent être présents pour parasiter par exemple le puceron vert du pêcher qui pose problème sur betterave. Mais bien sûr, vous pouvez aussi, hein, tout ce qui est type engrais vert, mais avec des fabacées, type VS ou quoi, c'est très intéressant, puisque là, avec ce méthode-là, on avait plein d'auxiliaires aussi qui étaient présents sur les cultures adjacentes. Donc, on peut marier différentes choses. On peut commencer par des choses qui ne sont pas très chères, essayer on va dire, essayer de travailler avec les semoirs qu'on a, avec le budget qu'on a au départ et essayer de créer un petit peu ces différents types d'aménagements. Et on y va progressivement. Donc, je vais vous montrer après quelques exemples chez des agriculteurs. Donc, vous voyez, là, c'était en bordure juste d'un engrais vert type vraiment, c'était mélange VS, févrole, orge. Et il y avait plein d'auxiliaires sur la culture adjacente. Donc, des larves de coccinelle, des coccinelles, des œufs de chrysope, voilà. Donc, vous voyez, là, c'est par exemple dans des grandes parcelles. Alors, moi, j'adore les gros blocs parce qu'en fait, ces gros blocs, on peut effectivement les redécouper et faire des semis. Alors, vous pouvez faire des semis de fleurs au début. Celle-là, ici, c'est que de la facélie. Donc, au départ, on commence pas avant, après, derrière, sachant que ce sont des annuels, avant d'aller progressivement dans quelque chose de plus difficile. Alors, par contre, c'est vrai que les agriculteurs, souvent, préfèrent, quand il faut couper des parcelles comme ça, partir sur des annuels, hein, même dans l'intraparcellaire, et travailler sur les bordures, sur quelque chose de plutôt pérenne. Ici, en tout cas, c'est le cas, hein, c'est souvent le cas. Après, tout ce qui est interculture,
si vous en avez, etc. Enfin, vous pouvez travailler avec des fleurs un petit peu plus diversifiées. Donc voilà. Et donc, ça aura toujours son intérêt, hein. On aura toujours plein d'auxiliaires. Si vous jouez avec différents types de semis, on va jouer avec les dates de semis, sachant que par exemple, ce que vous allez semer va souvent fleurir 3 mois après, souvent pour des espèces cultivées ou assez classiques ou moins chères comme la facélie, le févrole, la veste ou des choses comme ça. Donc je vous mettrai... il y a même le tournesol, le sarrasin aussi qu'on voit ici. Donc là, je crois que c'est pareil encore chez les mêmes agris où on a d'autres bandes. On va avoir des bandes de facilite, d'autres bandes où ça va être un peu plus du sarrasin, du tournesol et tout ça. D'autres bandes où on va être en bordure. Donc là, on va à quelque chose de beaucoup plus complexe. Et puis, on va jouer sur les dates. Donc voilà, c'est à peu près ça. Là, on voit, c'est en verger. Donc la problématique en verger, c'est les pucerons qui sont très très tôt. Donc il faut les auxiliaires très tôt. Donc on a de la carnade, de la févrole, de la moutarde, de la veste, etc. Et donc en fait, ça a été semé évidemment à l'automne pour que ça puisse fleurir, au moins au printemps. Donc ici de la févrole. Donc là, c'est pareil, de la floraison en avril. Donc là, ça a été semé effectivement en automne. Et un interrant sur 5 va être complètement différent. Donc la févrole, un autre, ça va être de la luzerne, un autre, ça va être encore autre chose. Et on va jouer là-dessus. Après, on peut avoir du complexe qui a une floraison des fois un petit peu plus tardive. Donc voilà ce qui peut fleurir un petit peu, par exemple en automne, on va avoir le tournesol, le sarrasin, moutarde, les millefeuilles, les soucis, marguerite, hein, on voit, ça peut encore fleurir, trèfle blanche, févrole. Vous voyez, en fait, là, ça a été broyé après la moisson, et vous voyez, ça repart après à l'automne avec une floraison. Donc après, voilà, ça peut être, vous avez votre parcelle ici, et puis autour, vous allez penser aux aménagements pérennes. Alors évidemment, il y a les haies, mais aussi on peut avoir ces bandes fleuries semées pérennes. Et puis le long des haies, alors on va être plus sur ça, le long des haies, on va être plutôt sur de la bande herbacée spontanée. Et si vous n'avez pas de haies, on va être plus sur du semis de bandes fleuries pérennes. Avec, si vous voulez, de l'intraparcellaire, mais souvent, ce sont des annuels. Hein, les agriculteurs préfèrent pour après rechambouler, ou même garder des intercultures où on va faire un sursemis dessus. Donc ça existe. Moi, j'ai des agriculteurs qui font ça. Donc, effectivement, on garde l'interculture sur ces bandes linéaires dans la parcelle et on va faire un sursemis dessus. Donc ça peut être fait aussi. Donc, en résumé, quelle bande fleurie? On a évidemment des plantes sauvages plutôt, hein, avec un mélange de vivaces annuelles, bisannuelles. Donc ça, c'est vraiment pour des bandes fleuries pérennes. Par contre, après, ça peut être un débat, hein, ça dépend, mais on est plus, les agriculteurs, ils préfèrent éviter les plantes messicoles, même si on en trouve des fois à l'annonce que je vous ai montré, il y en a des fois. Parce qu'ils ont peur du salissement dans la parcelle, surtout en agriculture biologique, puisqu'ils ne peuvent pas utiliser de glyphosate, par exemple, dans la parcelle, et du coup, ils vont labourer, et les plantes messicoles, en plus, elles aiment. Donc, souvent, ils ont un peu peur de mettre ça dans les bordures. Donc, c'est bleuet, coquelicot, niel des blés, animagus. Mais en conventionnel, surtout ceux qui pratiquent pas le labour, ils ont un peu moins peur. Oui, ce que je voulais dire, c'est que vous verrez, en fait, il y a différents mélanges. La plupart des mélanges, il y a toujours au moins une plante messicole, mais ça peut être retiré. Voilà, à la demande, ça peut être retiré. Et après, on va essayer de prendre des plantes avec du pollen accessible. Donc, on en a parlé avec des fleurs peu profondes, donc tout ce qui est apiacé et astéracé. Donc, voilà, c'est ce que j'avais pu dire. C'est les plantes à floraison précoce. Donc, veste, févrole, trèfle blanc, violet incarnat, facélie, sarrasin, lotier corniculé, compagnon blanc et compagnon rouge. Ça fleurit et il y a beaucoup d'auxiliaires qui aiment ça.
Après, il existe des mélanges qui ont été créés sur betterave, notamment. Et donc, il y a une problématique, c'est floraison précoce. Donc voilà, alors floraison précoce, mais que ça puisse tenir aussi dans le temps, ça c'est pour un mélange pérenne. Donc il y a ces deux problématiques, donc il y a une autre floraison. Mais en tout cas, ça veut dire un semis normalement à l'automne pour que ça puisse fleurir à partir du mois de fin mars, début avril. Hein. On a des floraisons des fois au mois de mars. Et en intraparcellaire, on va essayer de créer justement un mélange avec des fleurs annuelles qu'on va implanter en intraparcellaire, soit carrément en ayant bien préparé le sol et en ayant fait un semis soit à la volée, soit avec un semoir, soit un semis direct en même temps que, enfin, par exemple, dans l'interculture qui aura été conservée. Mais attention au mélange, notamment d'annuels. Par exemple, là, moi, je vois sur betterave, il y a des mélanges qui ont été faits. Tout a gelé en 2021 pratiquement. Enfin, en tout cas, le mélange, celui-ci, où il n'y avait que de la verre. Attention, parce que souvent, dans les annuels, c'est souvent des espèces qu'on va utiliser justement dans les cultures associées, notamment le colza associé. Et donc, justement, l'intérêt, c'est que ça puisse geler pour ne pas les retrouver. Donc, on a des annuels, si elles sont semées à l'automne, peuvent geler. Hein, faut faire attention. Donc il faut pas qu'il y ait que ça. Hein. Donc, par exemple, sur ce mélange-là, celui-là, il a bien tenu. Celui-ci, un petit peu moins. Voilà, avec le trèfle incarnat ou le trèfle de Perse, surtout, il a un peu moins tenu. Donc, faire très attention à ça. Voilà, donc ça c'est un résumé de ce qui peut exister si on veut de la pérennité ou pas, hein, sachant que souvent ce qui dure plus longtemps est un tout petit peu plus cher, mais comme on n'y touche pas pendant 10 ans, par un broyage une fois dans l'année, ça vaut peut-être le coup. Là, je vous ai mis la liste de quelques semenciers pour l'Île-de-France, par exemple de la fleur sauvage. Vous pouvez la première année semer en août-septembre, mais il faut bien avoir préparé le sol. On est bien obligé de le préparer. Surtout si vous avez déjà du régras, que ce soit du régras, plutôt en Ile-de-France, ça va être anglais, mais dans le sud, ça va être italien. Donc là, ça prend le dessus. S'il reste du régras, alors là, c'est foutu. Semer si la pluie est pas longtemps après, c'est important pour que ça lève le plus rapidement possible et éviter que ce soit les adventices qui lèvent. Voilà. On peut commencer par un semis d'un mélange simple, notamment avec des annuels, pour pouvoir préparer le sol au départ. Et après, on peut aller sur du complexe un petit peu plus pour la deuxième année, par exemple. Et là, on peut faire aussi un semis de printemps. Donc ça, c'est les erreurs à éviter. Si on n'a pas bien préparé son sol, ça n'aide pas. S'il n'y a pas d'arrosage après semis, alors ça, c'est pas facile. Hein, parce que des fois, il y a du sec, donc c'est pas facile. Si vous avez plutôt des adventices qu'on levait, c'est pas très grave. Vous pouvez passer quand même, broyer, et ça va repartir. Vos semis vont repartir parce que ça n'aime pas trop la compétition, vos semis. Par contre, au niveau lumière. Par contre, si donc vous broyez, vous laissez la lumière arriver et donc vos adventices, elles, du coup, elles vont se retrouver un petit peu en compétition du coup avec ce qui a été semé et là, elles n'aiment vraiment pas la compétition et elles vont disparaître. Donc voilà. Et puis, essayez d'éviter de semer le long d'une haie parce que c'est souvent là qu'on a des problèmes de mauvaise implantation parce que beaucoup de régras, parce que le sol est beaucoup plus riche. Et là, souvent, on a des difficultés un petit peu plus. Donc, si vous partez sur des semis plus chers, on va éviter le long d'une haie. Société, les mélanges fleuris, on trouvait qui sont faits un peu partout. Donc, on a vu avec Hommes et Territoire. Après, il y a le Bioharmonie. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Mais après, on va travailler sur d'autres, selon les régions, sur les plantes qu'on pourra implanter, parce que ça peut varier d'une région à une autre. Mais en tout cas, voilà, c'est très important de travailler sur les bandes fleuries parce que ça sert vraiment d'habitat, mais toute l'année, même en hiver. Donc, le broyage d'hiver, faites attention.
Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'auxiliaires qui vont passer l'hiver dedans et ils ne pourront pas se sauver, en fait, notamment les parasitoïdes de pucerons. Donc faites attention à ça. Mais voilà, les bancs de fleuris, il n'y a pas que ça, il peut aussi avoir l'implantation des haies. Et souvent, faut travailler sur un territoire. Là, ce que je vous ai montré chez des agriculteurs là, avec des gros blocs, etc., c'est des agriculteurs aussi qui travaillent en tant que voisins sur tout un territoire. Et en fait, on va travailler pour recréer des corridors aussi avec des haies, mettre des semis de fleurs un peu partout, etc. Parce que ça peut être sur tout un territoire et c'est beaucoup plus sympa aussi de travailler comme ça quand tous les agriculteurs retravaillent un peu sur le paysage, comme on a pu voir avec les territoires sur la Beauce, mais on peut imaginer très bien un peu partout dans des petites régions. Là, c'est juste sur un petit secteur, sur une commune, mais là, sur cette commune, du coup, les agriculteurs, ils étaient à 0 insecticide et ils savent reconnaître les auxiliaires, ils sont au taquet, quoi. Donc voilà. Et le paysage est vraiment très important. C'est ce qui va faire que vous aurez beaucoup plus d'auxiliaires. Alors les bancs de fleuris, bien sûr, mais ça, par exemple, sur des vignes, là, moi, j'ai rien. Sur quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et si vous intervenez avec un insecticide, il sera moins de dégâts, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'en fait, vous aurez des zones réservoirs et que les auxiliaires pourront plus vite revenir et on aura une plus grande résilience. Et donc ça, c'est des articles scientifiques qui l'ont bien montré. Si vous êtes dans un paysage très simple, vous n'avez pas grand-chose. Donc, si vous intervenez, évidemment, vous n'aurez toujours pas grand-chose. Mais à l'inverse, si vous avez un paysage plus complexe avec des bandes fluoridées, etc., vous aurez beaucoup plus d'auxiliaires. Et si vous intervenez, la perturbation, ça peut être n'importe quoi, une fauche, un broyage, mais aussi un insecticide. Eh bien, si vous intervenez, les auxiliaires, ils peuvent revenir très rapidement grâce aux zones réservoirs qui sont tout autour. Donc, il vaut mieux travailler comme ça, apporter de la nourriture, apporter du gîte, et vous aurez un beaucoup plus grand potentiel auxiliaire et votre système sera beaucoup plus résilient.